bien, bonjour, je suis Laurent Alexandre et je vais vous accompagner aujourd'hui dans ce magnifique voyage à la découverte de l'intelligence artificielle. Donc, je suis Laurent Alexandre. Qui suis-je? Bon, tout simplement un entrepreneur dans le digital, la communication depuis plus de 20 ans. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que je me suis consacré totalement à l'IA générative, à l'automatisation des tâches et que j'ai la chance d'être formateur chez Studeria et que donc j'accompagne des individus, des entreprises à l'utilisation de l'IA générative, à implémenter des automatisations pour gagner en productivité, en efficacité et en qualité du travail fourni. Vous êtes prêts? On va y aller alors. Partons ensemble à la découverte du monde de l'intelligence artificielle. Alors, qu'allons-nous voir durant cette session vidéo? d'e-learning, comme on dit aujourd'hui. On va parler de qu'est-ce que l'IA traditionnelle, des composantes justement de cette IA, des avantages et des limites de l'IA traditionnelle. Et on va commencer donc dans l'histoire de l'IA et retracer de ses débuts jusqu'à justement l'IA générative d'aujourd'hui. Quelles sont les innovations clés qui ont permis l'émergence de l'IA générative? C'est quoi un modèle de langage à longue portée, les fameux LLM? On va comprendre leur architecture, leur fonctionnement. On va parler d'un concept clé, la tokenisation. Et justement, quels sont les types de tokenisation? Le découpage sémantique, le fonctionnement probabiliste des LLM, les 7 étapes du fonctionnement de ChatGPT, les limites et les défis des LLM, petit problème aussi, des hallucinations, des biais. On parlera d'enjeux de sécurité, des meilleures pratiques pour la sécurité des données, d'une utilisation responsable de l'IA générative, et enfin, quelques applications concrètes de l'IA générative, les avantages et inconvénients, comment bien choisir sa plateforme, et un petit comparatif. Voilà, j'espère que ce sommaire vous convient. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Attention, 1, 2, 3, on commence. Alors, qu'est-ce que l'IA traditionnelle? L'IA traditionnelle fonctionne sur un système qui est basé sur des règles prédéfinies. Il ne crée pas, il n'invente pas, on définit des règles. Et ce sont des règles extrêmement explicites, des directives clairement définies qui vont régir le processus de prise de décision de cette intelligence artificielle dite traditionnelle telle qu'elle existait avant l'arrivée de l'IA générative et de ChatGPT. C'est un raisonnement logique, un processus d'utilisation de la logique pour tirer des conclusions à partir de prémices, à partir de données initiales. Et une représentation symbolique des connaissances pour manipuler justement ces différents éléments. Ces composantes. Alors il y a des systèmes experts, donc des programmes qui imitent le raisonnement d'experts humains en utilisant des bases de connaissances. Je vais souvent faire peut-être une analogie avec les échecs, vous comprendrez pourquoi après. Vous imaginez bien, pour apprendre à une machine à jouer aux échecs, il faut lui donner toutes les bases de connaissances sur le jeu d'échecs. Un raisonnement par déduction, donc des règles logiques pour déduire de nouvelles informations à partir de données existantes. Ok, tu m'as donné toutes les règles du jeu d'échecs, tu m'as donné une base de connaissances énorme sur tous les systèmes d'ouverture, sur comment réagir, comment se sont joués des milliers et des milliers de parties. Je vais essayer peut-être, à partir de là, de trouver des nouvelles façons de jouer, mais toujours dans le cadre des règles que tu m'as fixées. Il y a une représentation des connaissances, donc des méthodes pour encoder les informations, afin qu'elles soient comprises par l'ordinateur. Il ne comprend pas n'importe quoi, il faut bien lui parler son langage. Et une planification, donc des algorithmes pour la planification d'actions, afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Tout ça est très théorique, mais de façon l'IA traditionnelle, c'était très théorique et réservé jusqu'à présent aux experts, soit informaticiens et ou statisticiens. Quels sont les avantages et les limites de cette IA traditionnelle? Alors dans les avantages, on va retrouver la transparence et le contrôle. Donc ce sont des décisions clairement basées sur des règles et il y a la surveillance des développeurs dans la façon dont tout se passe. En revanche, c'est super rigide. Inflexibilité aux nouvelles situations et une adaptabilité donc totalement limitée. Et enfin, complexe. C'est la complexité, puisque si vous n'êtes pas expert dans le domaine, on ne peut rien faire. Et puis, créer le système était long, complexe. Voilà. Tout ça, ce sont vraiment les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs et les créateurs de systèmes d'intelligence artificielle traditionnels. Retraçons ensemble maintenant l'histoire justement de cette intelligence artificielle, de ses débuts
jusqu'à l'IA générative d'aujourd'hui. Alors, il faut remonter à 1943, et c'est la première fois qu'on va parler d'un terme du réseau de neurones. Réseau de neurones qui, bien évidemment, est une analogie au fonctionnement du cerveau humain que nous avons là. Parce que nous avons des neurones et un réseau de neurones. Et bien, pour la première fois en 1943, Warren McCulloch et Walter Pitts créent ce terme pour justement parler d'une utilisation nouvelle de l'exploitation de la donnée. 1950 à 1970, c'est vraiment la naissance et le développement de l'intelligence artificielle, avec en 1950 les travaux de John von Neumann et le fameux Alan Turing, le père de l'ordinateur, sans qui nous ne saurions rien aujourd'hui, et qui crée justement le test de Turing, celui qui va permettre de définir si peut-être il y a une intelligence dans le système. 1956, c'est l'apparition du terme d'intelligence artificielle qui est introduit à la conférence de Dartmouth. Et là, d'un seul coup, il ne se passe plus grand-chose. Grand blanc jusqu'aux années 90. Et 1996-1997, un événement majeur se produit. IBM crée son ordinateur Deep Blue, spécialisé dans le jeu d'échecs. Pour ceux qui ont vu les épisodes d'avant, vous comprenez mieux pourquoi j'ai fait une analogie au jeu d'échecs. Et il bat donc Garry Kasparov lors d'une rencontre restée mythique et dans les annales. Donc pour la première fois, une intelligence née de l'ordinateur, une intelligence dite artificielle, a réussi à battre le cerveau d'un humain dans un domaine aussi complexe que le jeu d'échecs. Et donc, vraiment, phénomène majeur, pour la première fois, le terme d'intelligence artificielle devient mondial avec cette victoire de l'ordinateur sur le champion du monde, Garry Kasparov. 2011, un nouvel événement, toujours avec IBM, ils sont trop forts chez IBM, c'est l'intelligence artificielle qui s'appelle Watson, cette fois, elle ne s'appelle plus Deep Blue, et qui réussit à gagner le jeu Jeopardy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Jeopardy, c'est un jeu télévisé où on donnait les réponses et il fallait trouver les questions. Voilà, et donc l'IA de IBM Watson réussit à gagner ce jeu. Et 2012, Google, cette fois, crée une intelligence artificielle de reconnaissance d'images. Et deuxième phénomène, quasiment 10 ans après Deep Blue et Garry Kasparov, toujours Google, cette fois, il s'attaque au jeu de Go. C'est un jeu de stratégie, c'est le jeu mythique, le jeu national de la Chine. Et Google fait l'affront avec AlphaGo de battre le champion du monde de Go. Vous imaginez la réaction des Chinois, un peu susceptibles sur les bords, et qui décident massivement d'investir sur l'intelligence artificielle à partir de cette année-là, pour justement ne pas se laisser distancer par les Américains et un jour prendre leur revanche sur le fait qu'une technologie américaine d'intelligence artificielle a battu leur champion du monde sur leur jeu national du jeu de Go. Et on arrive aux années 2020, celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, avec vraiment cette démocratisation de l'IA, puisque jusqu'à présent, personne ne pouvait utiliser ces outils, à part, je l'ai déjà dit, des experts, informaticiens et statisticiens. Avec donc 2021, l'introduction de Codex et de DALL-E par OpenAI, un petit peu avant 2022. Fin 2022, vous le savez tous, c'est le lancement officiel de ChatGPT, avec 2023 l'arrivée de plein de concurrents et de nouveaux modèles, de GPT-4, de DALL-E et l'ouverture au public des modèles de Google, de Bing Chat, etc. Et ben voilà, on vient de couvrir ensemble près de 80 années d'histoire de l'intelligence artificielle, de ses débuts à l'arrivée. Donc après avoir vu ensemble cette histoire extraordinaire de l'évolution de l'IA des années 40 jusqu'à aujourd'hui, attachons-nous ensemble aux innovations clés qui ont permis l'émergence de l'IA générative. Nous allons aborder ensemble 3 termes. Le premier, c'est les réseaux de neurones profonds. Les réseaux de neurones profonds, c'est le deep learning, le fameux terme de deep learning. Donc ces réseaux de neurones profonds sont au cœur de l'IA générative. Ces modèles, inspirés du fonctionnement du cerveau humain, sont capables d'apprendre des représentations complexes des données. Et grâce à des architectures comme les réseaux de neurones convolutifs, CNN, et non pas la chaîne américaine, et les réseaux de neurones récurrents, RNN, l'IA peut traiter des données sous différentes formes, comme des images et du texte. Donc, première innovation clé, les réseaux de neurones profonds et leurs petits cousins, les CNN et les RNN.
Deuxième élément fondamental en termes d'innovation, les modèles génératifs, tels que les réseaux antagonistes génératifs. Là, on parle du mot GAN, G-A-N, et les modèles de diffusion, qui permettent de créer de nouvelles données. Donc les GAN, par exemple, fonctionnent avec deux réseaux, un générateur qui crée des données et un discriminateur qui évalue leur authenticité. Ce processus d'apprentissage compétitif améliore continuellement la qualité des données générées. Et troisième innovation clé, le traitement du langage naturel, NLP. Donc les avancées justement en traitement de langage naturel, notamment avec des modèles comme GPT, GPT, qui signifie Generative Pre-trained Transformer, ont permis à l'IA générative de comprendre et de produire du texte de manière cohérente et contextuelle. Ces modèles sont pré-entraînés sur de vastes ensembles de données textuelles, leur permettant de générer des réponses pertinentes et créatives. Donc vous avez le résumé sur la droite de votre écran, peut-être sur la gauche, ça va dépendre de comment il est positionné. Mais en tout cas, vous retrouvez les réseaux de neurones profonds, les CNN, utilisés pour le traitement de reconnaissance d'images, les modèles NLP qui permettent la génération de compréhension de texte, les RNN, donc adaptés aux données séquentielles comme les séries temporelles et le texte, les GAN qui créent de nouvelles données grâce à l'apprentissage compétitif, le modèle de diffusion et les modèles de NLP dont j'ai déjà parlé. Voilà, retenez bien ces trois innovations clés qui ont permis l'émergence de l'IA générative, les réseaux de neurones profonds, les modèles génératifs et le traitement du langage naturel. Les modèles de langage à longue portée, les fameux LLM, en anglais Large Language Model. C'est une avancée significative dans le domaine du traitement du langage naturel, NLP. Puisque les LLM sont des modèles donc de machine learning conçus pour traiter le langage humain. Ils sont capables de générer du texte, de répondre à des questions, de traduire des langues et bien plus encore. Et leur capacité à gérer des séquences de texte longues les distingue des modèles précédents qui étaient souvent limités à des contextes beaucoup plus courts. Attachons-nous ensemble à comprendre l'architecture de ces LLM. De nouveau, un terme très important, on en a un petit peu parlé déjà, ce sont les transformateurs. Puisque la plupart des LLM modernes reposent sur l'architecture du transformateur introduite par Vaswani et al. En 2017. Cette architecture utilise des mécanismes d'attention qui permettent au modèle de peser l'importance de chaque mot dans une séquence par rapport aux autres mots. Et cela permet une meilleure compréhension du contexte et des relations entre les mots. Deuxième terme important, le mécanisme d'attention, qui est au cœur des LLM. Il permet au modèle de se concentrer sur des parties spécifiques du texte lors de la génération ou de l'analyse. L'attention peut être calculée de manière à ce que chaque mot dans une phrase ait un poids différent en fonction de son importance contextuelle. Et enfin, dernier terme, embeddings. Les LLM utilisent des embeddings pour représenter les mots sous forme de vecteurs dans un espace continu. Et ces représentations permettent de capturer des similarités sémantiques entre les mots, facilitant ainsi la compréhension des nuances du langage. Si je voulais un petit peu donner une image différente de ce que je viens de vous raconter, il faut que vous compreniez que tous ces modèles fonctionnent sur la création de liens entre les mots dans un espace en 3 dimensions. Voilà, c'est à peu près ça. Donc les mots vont être reliés les uns avec les autres en fonction de leur poids, en fonction de ce qu'ils signifient, de leur relation lexicale, de leur relation les uns aux autres dans un modèle en 3 dimensions, ce qui va permettre au modèle de comprendre d'une certaine façon ce que vous avez écrit, ce que vous avez demandé au modèle et au modèle de vous répondre. Tout cela grâce donc à l'architecture du transformateur, au mécanisme d'attention et à l'embedding des mots. Vous avez ainsi compris à peu près, je l'espère, l'architecture des LLM. Au-delà de l'architecture des LLM, il est important de comprendre le fonctionnement des LLM. Donc ces modèles, ils sont généralement pré-entraînés sur des grandes quantités de données textuelles, donc des mots. Et ce processus leur permet d'apprendre les structures et les patterns du langage. Et c'est grâce et après le pré-entraînement qu'ils peuvent être ajustés sur des tâches spécifiques comme la classification ou la génération de texte.
Et justement, lors de la génération de texte, les LLM utilisent des techniques telles que le sampling ou le beam search pour produire des séquences de mots. Ces méthodes aident à équilibrer la créativité et la cohérence du texte généré. Donc, comme vous pouvez le voir dans le schéma, il y a toute cette phase de pré-entraînement, ce que bien évidemment OpenAI et ses concurrents ont fait, des milliards de textes, des milliards d'informations qui ont été absorbées par la machine pour apprendre les structures du langage. La deuxième phase de réglage fin, donc les LLM sont ajustés pour des tâches spécifiques comme la classification ou la génération de texte. Et enfin, les techniques de génération de texte. Les LLM utilisent des méthodes, comme je viens de le dire, de sampling ou de beam search pour générer le texte. Le concept clé de la tokenisation. C'est quoi la tokenisation ? C'est ce qui permet de transformer un texte brut en unités significatives appelées tokens, qui peuvent ainsi être traités par des algorithmes d'apprentissage automatique. Comprendre cette étape est véritablement essentiel pour appréhender le fonctionnement des LLM et leur capacité à générer du texte de manière cohérente et contextuelle. Donc, qu'est-ce que c'est que cette tokenisation ? Elle consiste à diviser un texte en segments plus petits appelés tokens. Et ces tokens peuvent être soit des mots, soit des sous-mots, et non pas des sous-mots, ou même des caractères, selon la méthode de tokenisation utilisée. Et l'objectif principal, c'est de simplifier le traitement du texte tout en préservant le sens et la structure du langage. Donc, le texte initial, quel type de token vais-je utiliser ? Token de mots, c'est le mot entier. Token de sous-mot, une partie du mot. Token de caractère, un seul caractère. Cela permet de simplifier le traitement, de préserver le sens et de préserver la structure de la phrase. Et quels sont donc les différents types de tokenisation ? Attachons-nous un peu plus particulièrement à justement cette tokenisation par mot, par sous-mot et par caractère. La tokenisation par mot, c'est la méthode la plus simple, où chaque mot est considéré comme un token. Par exemple, la phrase « Bonjour, comment ça va ?» serait découpée en « Bonjour, virgule, comment, ça, va, point d'interrogation ». Alors bien que cette méthode soit intuitive, elle présente des limitations, notamment en ce qui concerne les mots composés ou les variations grammaticales. Là, on a besoin du deuxième, de tokenisation par sous-mot. Et là, ce sont des modèles modernes, comme BERT ou GPT, qui utilisent souvent une approche de tokenisation par sous-mot. Cette méthode découpe les mots en unités plus petites, ce qui permet de gérer les mots rares ou inconnus. Par exemple, le mot incompréhensible peut être découpé en in, compre et ensible. Et cela permet une meilleure généralisation et une réduction de la taille du vocabulaire. Et le dernier, c'est la tokenisation par caractère. Dans certains cas, la tokenisation par caractère est utilisée où chaque caractère est un token. Cela peut être utile pour des langues avec des systèmes d'écriture complexes ou pour des tâches spécifiques comme la génération de textes créatifs. Cependant, cette méthode peut entraîner une perte de contexte sémantique. Donc, vous avez bien compris, 3 types de tokenisation. La tokenisation par mot, la tokenisation par sous-mot et la tokenisation par caractère. Le découpage sémantique est un aspect fondamental de la tokenisation. Il s'agit de s'assurer que les tokens conservent un sens et une pertinence dans le contexte du texte. Cela permet de s'éloigner d'une simple segmentation basée sur des règles grammaticales pour aller vers une compréhension plus fine du texte. Par exemple, dans la phrase « je vais à la banque », le mot « banque » doit être compris dans le sens de l'institution financière et non comme le lieu de stockage d'objets. Donc les modèles de langage utilisent des techniques avancées comme des embeddings, dont nous avons déjà parlé dans des modules précédents, pour capturer ces nuances sémantiques et éviter les ambiguïtés. Et cette approche sémantique est essentielle pour que les tokens conservent un sens pertinent dans le contexte du texte analysé. Cela permet une meilleure compréhension et un traitement plus efficace du langage naturel par les systèmes d'intelligence artificielle. Le fonctionnement probabiliste des LLM. Alors là, accrochez-vous bien, je pense que vous allez être surpris. Le modèle de langage de grande taille, tels que GPT-3 et BERT, sont des systèmes d'intelligence artificielle conçus pour comprendre, vous le savez, et générer du langage humain. Et leur fonctionnement repose sur des réseaux de neurones profonds qui ont été formés sur d'énormes ensembles de données textuelles. À la base, ces modèles utilisent des principes probabilistes pour déterminer quoi ?
Eh bien, la probabilité d'apparition d'un mot ou d'une phrase en fonction du contexte fourni. Donc, quels sont les facteurs qui vont améliorer justement la génération de texte des LLM? Il y a la modélisation du langage, puisque les LLM modélisent le langage en apprenant à prédire la probabilité d'une séquence de mots. Par exemple, pour une phrase donnée, le modèle calcule la probabilité de chaque mot suivant en fonction des mots précédents. Et cette approche repose sur le théorème de Bayes et d'autres concepts statistiques qui permettent de quantifier l'incertitude et d'optimiser les prédictions. Et le deuxième point, c'est l'entraînement et les données. L'entraînement des LLM implique l'utilisation de vastes corpus de textes où le modèle apprend à associer des séquences de mots à des contextes spécifiques. Et grâce à ces techniques telles que le masquage et l'attention, les modèles peuvent capturer des relations complexes entre les mots, ce qui améliore leur capacité à générer du texte pertinent et cohérent. Donc si on reprend à la fois la tokenisation et le fonctionnement probabiliste, que fait un modèle de LLM comme ChatGPT? Vous tapez une phrase, il découpe cette phrase en mots, en sous-mots ou en caractères, il va l'interpréter, créer des liens et d'un point de vue probabilité, construire sa réponse en termes de, justement, de probabilité. C'est pour ça qu'on appelle ce modèle dont on dit qu'il a un fonctionnement probabiliste. Cela veut bien dire une chose importante. Il ne comprend ni le sens de la question, ni le sens de la réponse. Ce ne sont que des probabilités. Alors pour m'assurer que vous avez bien tout compris, je vous résume ici les 7 étapes du fonctionnement de ChatGPT. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, vous, utilisateur, vous allez faire une demande au modèle en rédigeant un texte. La deuxième étape, c'est un pré-traitement. Ce texte est nettoyé et normalisé. Donc corrigé, simplifié, lématisé. Troisième étape, c'est la tokenisation. Les mots sont divisés en unités lexicales, facilitant la compréhension du texte, tokenisation par mot, sous-mot ou caractère. Quatrième étape, c'est l'encodage. Ces unités sont transformées en vecteurs pour mieux analyser leurs relations sémantiques les uns avec les autres. Cinquième étape, le modèle de langage. Le modèle, qui a donc été entraîné sur un corpus de connaissances, établit des relations et des probabilités entre les termes. Pour arriver à l'étape 6, le décodage. Le modèle prédit les prochaines séquences de mots en fonction du contexte. Pour arriver à la dernière étape, la réponse générée par le modèle, adaptée, qui est donc créée dans une forme la plus humaine possible. Voilà, je viens de vous décrypter cette magie des modèles d'IA génératifs comme ChatGPT et comment, de votre phrase d'entrée, un fameux prompt ou requête, vous obtenez une réponse qui vous satisfait et qui est écrite dans un parfait langage de votre langue, en tout cas tel que vous l'avez souhaité. En français, c'est en français, ou dans d'autres langues étrangères si vous avez souhaité. Donc, une entrée utilisateur, le pré-traitement, la tokenisation, l'encodage, le modèle de langage, le décodage, pour obtenir la réponse de la part du modèle. Ce sont bien les 7 étapes du fonctionnement de ChatGPT. Il y a des limites et des défis au LLM. Le tout premier, c'est la gestion de sa mémoire et justement des tokens. Et oui, parce que même s'ils sont extrêmement puissants, leur capacité de mémoire est limitée par la quantité de mémoire disponible pour stocker les informations contextuelles, ces fameux tokens. Le deuxième élément, c'est la consommation de mémoire, puisque la mémoire requise augmente avec la taille du modèle et la longueur des séquences, posant des défis pour les déploiements sur des appareils avec des ressources limitées. Et la troisième, c'est la limite de tokens. Chaque LLM a une limite stricte sur le nombre de tokens qu'il peut traiter simultanément, obligeant les utilisateurs à tronquer ou diviser leurs entrées ou leurs demandes, ce qui peut dégrader la qualité des réponses. Donc il faut bien avoir en tête qu'un modèle a une capacité de mémoire, et donc c'est la quantité maximale de tokens qu'un LLM peut gérer. Si vous regardez à côté les caractéristiques des modèles, vous allez peut-être voir que ChatGPT 3.5 a une capacité maximum de 3000 tokens. Vous prenez 75%, ça vous donne à peu près le nombre de mots, donc on va dire pour faire simple, 2000-2500 mots. Entrée et sortie. Ça explique pourquoi.
quand vous faites une longue requête où vous mettez plein de mots dedans, ou un long document, eh bien, peut-être que dans sa réponse, il va s'arrêter au milieu, parce qu'il n'a plus de mémoire, il n'a plus cette capacité de mémoire pour vous répondre. Et le deuxième élément, c'est que si ça n'est pas instantanément, mais au fil de la conversation, vous allez retrouver le même phénomène. À un moment, vous aurez utilisé la totalité des tokens qu'il peut lui-même gérer. Et donc, il va oublier ce qu'il vous a raconté au début. Et c'est pour ça que par moment, quand vous utilisez ces modèles, eh ben, vous vous retrouvez avec « je comprends pas, il dit n'importe quoi alors qu'il était vachement bien, et puis d'un coup, il dit plus du tout ce que je veux ». Mais c'est exactement le même phénomène. Vous avez utilisé l'ensemble de sa capacité de mémoire et vous avez consommé l'intégralité de sa mémoire liée à la limite de tokens du modèle. Donc, première limite et défi des LLM, la gestion des mémoires et des tokens. Deuxième phénomène un petit peu embêtant avec les modèles d'IA génératifs qu'il faut bien appréhender, et des LLM, ce sont les hallucinations. Alors, c'est quoi une hallucination? C'est un phénomène qui se manifeste lorsque ces modèles génèrent des informations inexactes, trompeuses ou totalement inventées, ce qui soulève des préoccupations quant à leur fiabilité et leur utilisation dans les applications critiques. Quelles sont les causes de ces hallucinations? Tout d'abord, cela peut être lié aux données d'entraînement qui sont biaisées. Vous l'avez bien compris, un LLM fonctionne et est formé sur des vastes ensembles de données provenant d'Internet ou d'autres sources, mais qui peuvent contenir elles-mêmes des informations incorrectes ou biaisées. Donc si un modèle est exposé à des données peu fiables, il est susceptible d'en produire exactement les mêmes erreurs. La deuxième possibilité, en termes de cause d'hallucination, c'est le manque de compréhension contextuelle. Donc, bien que les LLM soient capables de générer du texte de manière cohérente, ils ne possèdent pas une véritable compréhension du monde. Ce ne sont pas des humains, contrairement à nous. Et donc ils se basent, vous l'avez bien compris, sur des modèles statistiques, ce sont des probabilités plutôt que sur une compréhension réelle sémantique de la phrase, ce qui peut les amener à produire un contenu inexact. Troisième cause, c'est une ambiguïté dans la requête en elle-même. Donc des requêtes vagues, là c'est vous qui avez la main, donc si la requête que vous lui faites, le prompt, est vague ou ambigu, il peut conduire à des interprétations erronées par le modèle, entraînant ainsi des réponses qui ne correspondent pas à vos attentes en tant qu'utilisateur. Pour résumer, les hallucinations dans les LLM peuvent être liées à des données d'entraînement biaisées, à un manque de compréhension contextuelle, à une ambiguïté des requêtes. Dans le cas de données d'entraînement biaisées, il reproduit les mêmes erreurs que dans son apprentissage. Dans le cas d'un manque de compréhension contextuelle, il produit des réponses inexactes. Et dans l'ambiguïté des requêtes, il y a une mauvaise interprétation de la demande. Donc il est logique qu'il réponde à côté. Voilà. Ça, c'est le petit problème des hallucinations dans les LLM. Parlons maintenant des biais dans les modèles d'IA génératifs. Là encore, ils sont au nombre de 3. Les biais de données, les biais algorithmiques et les biais d'interprétation. Les biais de données, comme les modèles d'IA génératifs sont formés sur des vastes ensembles de données qui peuvent contenir des biais historiques ou culturels, on va retrouver ici le biais de données. Par exemple, si un modèle est entraîné sur des textes majoritairement écrits par un groupe démographique spécifique, il peut produire des stéréotypes ou des préjugés présents dans ces données. C'est un reproche qu'on a souvent fait, au démarrage en tout cas, au modèle de Google, en considérant qu'il avait appris fortement des composantes wokistes, et que donc les réponses générées par les modèles de Google étaient wokistes. À l'inverse, les modèles d'IA générative d'Elon Musk sont plutôt libertariens. Ils ont appris sur des données qui ont été volontairement orientées libertariennes. Ça, c'est le biais de données. La donnée est comme elle est. Si vous lui donnez une donnée libertarienne, le modèle répercutera des réponses libertariennes. Si le modèle est wokiste, il reproduira des réponses wokistes. Deuxième type de biais, les biais algorithmiques cette fois. Donc les choix faits lors de la conception des modèles, comme la sélection des caractéristiques ou des méthodes d'optimisation, peuvent favoriser certains résultats au détriment d'autres, et cela peut conduire à des généralisations erronées ou à des résultats discriminatoires. Et enfin, les biais d'interprétation, c'est les utilisateurs des modèles d'IA génératifs peuvent également interpréter les résultats de manière biaisée. Et oui, vous aussi, vous avez un biais, ça s'appelle un biais cognitif, ou biais d'interprétation si vous préférez. Donc les attentes et les préjugés personnels peuvent influencer la manière dont les résultats sont perçus et utilisés, ce qui peut exacerber les effets des biais présents dans le modèle. C'est un biais de confirmation.
Voilà les 3 biais que vous pouvez rencontrer dans les modèles d'IA générative, les biais de données, les biais algorithmiques et les biais d'interprétation. Les enjeux de sécurité des données dans l'IA générative, en voilà un beau sujet, puisque les données utilisées pour entraîner ces modèles peuvent contenir des informations sensibles et leur génération peut entraîner des violations de la vie privée ou des abus. Alors quels sont les enjeux justement de sécurité? Tout d'abord, c'est la fuite de données, puisque les modèles d'IA génératifs peuvent involontairement reproduire des données sensibles présentes dans leurs ensembles d'entraînement. Cela peut conduire à des fuites d'informations personnelles, compromettant ainsi la confidentialité des individus. Ça a été un des premiers reproches, si vous avez un petit peu de mémoire, justement, de personnes qui utilisaient ChatGPT et qui mettaient à l'intérieur des données confidentielles de l'entreprise. Et les données qui étaient intégrées à ce moment-là dans le modèle servaient au modèle général dans son apprentissage. Et donc on pouvait, un autre utilisateur, en faisant une requête dans le modèle, retrouver ces données. Donc ça, c'est une problématique de fuite de données. Le deuxième, c'est la manipulation de l'information. Donc là, c'est une décision de l'individu d'utiliser l'IA générative pour créer des contenus trompeurs ou faux, tels que les fameux deepfakes ou des articles de désinformation. Donc là, ça pose un risque non seulement pour la sécurité des données, mais aussi pour la confiance du public dans les informations diffusées. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle des attaques adversariales, plus simplement des cyberattaques, puisque là, ce seraient des données malveillantes qui sont volontairement introduites pour manipuler les données générées. Alors ça peut avoir des conséquences graves, notamment dans les domaines sensibles comme la santé ou la finance. Donc on voit quand même qu'il y a 3 grands enjeux. La fuite de données, c'est lié au modèle d'apprentissage ou les données que vous, utilisateurs, vous rentrez à l'intérieur du système et qui va être partagé avec le modèle et avec d'autres utilisateurs. Le deuxième, c'est une volonté clairement malveillante de la part de l'utilisateur d'utiliser l'IA générative pour tromper des personnes. Et enfin, la dernière, c'est j'introduis des mauvaises données et de telle sorte que le modèle devienne défaillant et en fait produise de mauvaises réponses. Voilà 3 enjeux importants que vous devez avoir en tête sur la sécurité des données dans l'IA générative. Alors, quelles sont les meilleures pratiques pour la sécurité des données? Premier point, anonymiser les données. Avant d'utiliser des ensembles de données pour entraîner des modèles d'IA, il est crucial d'anonymiser les informations sensibles afin de protéger la vie privée des individus. Ça veut aussi dire que si vous mettez de la donnée confidentielle dans les systèmes d'IA générative pour les faire travailler, je vous recommande d'anonymiser. Pas le nom de l'entreprise, pas le nom, le prénom, l'adresse de personne. D'accord? Le deuxième point, c'est la surveillance et l'audit, de mettre en place des mécanismes de surveillance et d'audit pour aider à détecter des abus potentiels et à garantir que les modèles d'IA sont utilisés de manière éthique. Par vous, par des membres de votre famille, par d'autres au sein de l'entreprise, si c'est dans le cadre plutôt d'une entreprise dont on parle. Et enfin, sensibilisation et formation, former les utilisateurs et les développeurs sur les enjeux de sécurité des données et les meilleures pratiques va bien évidemment contribuer à minimiser les risques associés à l'IA générative. Donc, anonymiser les données, surveillance et audit, sensibilisation et formation sont les 3 meilleures pratiques pour garantir la sécurité des données dans les LLM. Avoir une utilisation responsable de l'IA générative est bien évidemment clé pour préserver à la fois la qualité des réponses et votre intégrité. Donc pour cela, premier point, c'est la transparence. C'est vrai qu'il est en général crucial de communiquer clairement sur l'utilisation de l'IA dans la création de contenu notamment. Alors ça permet aux utilisateurs de distinguer le contenu généré par de l'IA d'un contenu généré par de l'humain. Donc plus vous serez transparent, mieux c'est. Maintenant, pour être très clair, j'en connais pas beaucoup qui, quand ils postent sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, revendiquent que le post a été fait avec de l'intelligence artificielle. Mais si on veut être vraiment responsable, idéalement, soyez transparent dans le fait que ce travail a été fait avec de l'aide de l'IA et de l'intelligence artificielle. Le deuxième élément pour l'utilisation responsable de l'IA générative, c'est la vérification. L'IA peut se tromper, puisque comme je l'ai évoqué déjà dans les modules précédents, ces modèles ne comprennent ni le sens de la question, ni le sens de leur réponse. Et il peut y avoir des hallucinations, il peut y avoir des biais. Donc c'est important que vous ayez, vous, en tant qu'utilisateur,
un process rigoureux de vérification des faits et des contenus qui sont générés par l'IA avant de le diffuser. Ça garantira que les informations qui sont partagées sont exactes et ne propagent pas de désinformation ou de contenu préjudiciable. Troisième élément important, c'est la formation à l'éthique. Éduquer les utilisateurs et les créateurs sur les implications éthiques de l'IA générative est vraiment primordial. La formation doit inclure les meilleures pratiques d'utilisation responsable afin de créer un environnement sain et de prévenir les abus et de promouvoir une utilisation qui soit vraiment bénéfique pour tous. Et enfin, le contrôle humain. C'est important de toujours garder un équilibre entre automatisation et supervision humaine, puisque ça garantit l'intégrité et la qualité du contenu généré par l'intelligence artificielle. Un contrôle humain adéquat permet de s'assurer que les résultats de l'IA sont conformes aux normes éthiques et aux attentes sociales. Voilà comment, grâce à la transparence, la vérification, la formation éthique et le contrôle humain, vous aurez une utilisation responsable de l'IA générative. Quelles sont les applications concrètes de l'IA générative ? C'est une technologie, vous le savez, vous le voyez tous les jours en pleine expansion et qui transforme divers secteurs en permettant la création de contenu original, une automatisation de processus et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc, dans le marketing et la publicité, ça peut être de l'analyse de données consommateurs, ça peut être la création de visuels. Dans la santé et la médecine, alors ça peut être dans l'analyse d'imagerie médicale, la modélisation de maladies, la prédiction de résultats cliniques, dans la conception de médicaments, dans le design et le prototypage, dans l'optimisation de modèles, dans la création de prototypes, dans l'éducation, la création de contenus de formation, la création de quiz, la création d'exercices, dans la création de contenu au sens large, texte, images, musique, vidéo, et puis dans le développement de jeux vidéo, par exemple, également, dans la création d'environnements, dans le développement de personnages. De toute façon, il n'y a quasiment aucune limite aujourd'hui aux applications de l'IA générative. On est parti du texte, l'image, la vidéo, le son, la production de contenu, l'automatisation, l'analyse de données. Et ça n'est qu'un début quand vous voyez les évolutions des différents modèles, ne serait-ce que sur les 18 derniers mois. Où va-t-on ? Les applications concrètes sont vraiment multiples, variées et quasi infinies. Mais c'est vous, utilisateurs humains, qui avez la main et qui pousserez les limites jusqu'où vous le souhaitez. Alors, essayons de résumer ensemble les avantages et les inconvénients des IA génératives. Dans ces avantages, c'est un fonctionnement probabiliste, il y a la pertinence contextuelle, des algorithmes d'apprentissage profond, la génération de contenu unique et une sortie de haute qualité. Ces inconvénients, il n'y a pas d'apprentissage autonome, on est extrêmement dépendant, et ils sont dépendants à la formation initiale, donc au modèle de données qu'on leur a donné au départ pour apprendre, la limitation du traitement des données liée à ses capacités de mémoire et à la localisation, les problématiques de biais et la consommation des ressources à la fois de votre ordinateur, mais surtout de consommation de ressources générales, des fameux data centers qui permettent de les faire tourner, à la fois en termes de coûts, en termes de consommation électrique et en termes de consommation et d'implication environnementale. Donc des avantages et des inconvénients qu'il faut bien avoir en tête pour une utilisation responsable et maîtrisée de l'IA générative. Alors vous me direz, comment je fais pour choisir la plateforme d'IA générative idéale ? Très bonne question. Mais il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs. La première, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous souhaitez produire ? Du texte, de l'image, de la musique, du code informatique ? Deuxième aspect, bien évidemment, l'aspect du coût. Est-ce que je veux utiliser un modèle qui est gratuit ou est-ce que je suis prêt à payer un abonnement ? Est-ce qu'il y a des frais d'utilisation supplémentaires ? Est-ce qu'il y a des coûts d'installation initiaux ? Troisième élément important aussi, c'est est-ce que je peux bénéficier du soutien et d'une communauté importante qui va m'apporter des tutoriels, des conseils? Est-ce qu'il y a des forums qui sont actifs? Est-ce que le service client de cette plateforme est réactif? C'est important parce que si vous choisissiez une plateforme en pleine émergence et peu utilisée, vous n'aurez pas tout ce soutien-là, alors que sur des plateformes comme ChatGPT d'OpenAI ou autres, vous bénéficiez effectivement de tutoriels à gogo, de forums et de lieux de discussion hyper actifs. Donc vous pourrez apprendre et toujours apprendre plus sur comment mieux utiliser l'IA générative. Quatrième point, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Est-ce que je peux vraiment personnaliser certains aspects de cette IA
Est-ce que je peux l'intégrer facilement dans mon quotidien et dans mon flux de travail de tous les jours? Et sa facilité d'utilisation, est-ce qu'il y a besoin de compétences techniques? Est-ce qu'elle est accessible pour les utilisateurs non techniques? Voilà les 5 points qu'il faut que vous ayez en tête pour choisir votre plateforme d'IA générative, entre guillemets, idéale. Et pour vous aider à choisir votre plateforme, voilà un petit comparatif de certains modèles. Vous retrouvez les modèles de OpenAI, donc les ChatGPT 4o et 4o mini, ChatGPT 4 Turbo. Vous retrouvez le modèle de Google Gemini 1.5. Vous retrouvez le modèle Mistral de la société Mistral, donc le chat, société française. Vous retrouvez les modèles d'Anthropic, donc Claude 3 ou Claude Sonnet 3.5, et les versions Copilot ou Copilot Pro de Microsoft. Et un certain nombre de critères qui vont vous permettre de faire votre sélection en termes de tokens, par exemple. Est-ce qu'elles font de la génération d'images? Est-ce qu'elles n'en font pas? Est-ce qu'elles font de l'analyse d'images? Ou est-ce qu'elles n'en font pas? Est-ce qu'elles produisent du code? Ou est-ce qu'elles n'en produisent pas? Je vous laisse regarder le temps que vous voulez ce tableau comparatif. Vous pouvez en retrouver d'autres. Tenez-vous à jour. Il évolue en permanence avec l'arrivée des nouveaux modèles. Donc le tableau d'hier ne sera pas celui d'aujourd'hui et ne sera pas celui de demain. Le tout dernier modèle, par exemple, qui est sorti là ce mois-ci de Mistral, qui est de le chat large, a des performances en gratuit supérieures au modèle gratuit de ChatGPT, introduit la génération d'images. Bref, il répond à énormément des besoins des utilisateurs d'IA générative. Donc maintenant, testez, regardez et faites votre choix. Et surtout, prenez du plaisir à utiliser l'IA générative, sachant que c'est vous, en tant qu'humain, qui avez la main. Merci de votre attention. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans ce voyage, dans l'histoire de l'IA, jusqu'à aujourd'hui avec l'IA générative. À bientôt.